bienvenue au cœur de l'art, des conversations sincères, toniques et joyeuses, à deux ou plus, qui stimuleront votre créativité et vous donneront envie de mettre plus d'art dans votre vie. Avec moi, Gwenaëlle Perron. Et moi, Sabina Pinzan. Et nous sommes toutes les deux des artistes basés en Bretagne. Alors Sabina, de quoi on parle aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est notre première émission podcast. Et on voulait saisir l'occasion pour nous présenter et aussi expliquer un peu qu'est-ce qu'on souhaite faire avec ce podcast. Alors, en fait, l'idée de ce podcast, on va raconter un petit peu la chronologie. C'était quelque chose que moi, j'avais envie de faire depuis un certain temps, mais que je ne voulais pas faire toute seule, en fait. Et toutes les deux, on se connaît depuis quoi 2 ans, peut-être ? Ouais, 2 ans. Et récemment, tu as participé à une émission de radio, ça t'a bien plu, tu m'en as parlé, et là, j'ai sauté sur l'occasion et je t'ai dit, on pourrait faire un podcast ensemble. Et donc, c'est un peu comme ça que l'idée est venue. Oui, tout à fait. En fait, l'idée m'est venue quand j'étais à la radio, parce que je me suis dit que ce qui manque peut-être un peu des fois à la radio, ce sont des émissions dédiées à l'art. Et donc, en t'en parlant, je t'ai dit, je me demande si je ne vais pas proposer à la radio de faire une émission régulière sur l'art. Et là, tu m'as parlé du podcast et je me suis dit, oui, c'est une très bonne idée. En fait, pourquoi le faire à la radio alors qu'on peut le faire chez nous avec un podcast et adresser les sujets qu'on veut, quand on veut. Voilà. Ouais, c'est ça. Et en fait, quand on regarde un peu ce qu'il y a dans le paysage des podcasts en France sur ce sujet-là, il n'y en a pas énormément. Il y en a beaucoup qui font partie des médias traditionnels, France Culture, avec des émissions comme L'Art et la Matière, des choses comme ça, mais il n'y a pas énormément de podcasts qui parlent de l'art. Et moi, ce que je constate aussi, c'est qu'en France, on est quand même très tourné vers l'art contemporain. On parle beaucoup de ça, et on dirait qu'il n'existe rien d'autre à côté. Or, il y a tout un tas de gens qui font des choses complètement différentes, qui ne rentrent pas forcément dans la définition de l'art contemporain. Et je pense que c'est important de donner à voir aussi ce paysage-là qui est complètement différent. Donc moi, c'était une de mes raisons aussi pour faire ça. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et aussi, je pense que notre idée de podcast est un peu plus large, peut-être parce qu'il est proposé actuellement sur d'autres podcasts en France, c'est-à-dire que on s'adresse à une audience assez vaste. Les créatifs et les créatives, donc les gens qui sont artistes, qui créent, mais également le grand public. Je pense qu'il y a moyen d'adresser les deux audiences en même temps et de donner envie justement de découvrir et aborder des sujets qui parfois ne sont même pas abordés en France, notamment du point de vue des artistes. Il y a beaucoup de podcasts qui existent dans les pays anglo-saxons, donc aux États-Unis et en Angleterre. Toi et moi, on en écoute régulièrement. Et qui sont très bien parce que ça donne aussi un forum aux artistes pour échanger aussi sur leur vie, sur leur processus créatif, sur ce qu'ils vivent en tant qu'artistes. Et ça se fait un peu en France, il y a certains podcasts qui le font, mais à mes yeux peut-être pas suffisamment. Et nous, on voulait proposer aussi une manière un peu différente de le faire. Ouais, voilà. C'est ça. On n'arrive pas au podcast par hasard, c'est que toutes les deux, on en écoute beaucoup. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est une forme de communication qui est très intéressante parce que elle permet une grande liberté, elle est très flexible. Les gens écoutent quand ils ont envie, on peut arrêter, on peut reprendre. Et puis, contrairement à une vidéo, on peut embarquer son podcast avec soi en balade quand on fait la vaisselle ou quand on fait les courses. Et mine de rien, c'est quelque chose aussi c'est un avantage par rapport à d'autres moyens de communication. Et puis, comme tu le disais, je pense que la création, c'est quelque chose qu'on doit remettre au centre de la vie des gens. Je pense qu'il n'y en a pas assez. Je pense que les jeunes, notamment, on ne met pas assez l'accent là-dessus. Je sais que dans les pays anglo-saxons, par exemple, les cours d'écriture créative, c'est des choses qui sont très, très répandues. En France, il y a des petites expériences qui sont menées là-dessus, mais pas énormément. Les arts plastiques à l'école, je ne sais pas trop ce que ça devient, parce que ça fait longtemps que j'ai quitté l'école. Mais je n'ai pas l'impression qu'on mette vraiment beaucoup l'accent là-dessus. Or, c'est aussi ça qui nous a amené à créer ce podcast, c'est que la création et la vie, ça va ensemble, et qu'on ne peut pas envisager l'un sans envisager l'autre, en fait. Et que si on veut mener une vie qui soit riche et qui soit intéressante,
la création doit en faire partie. Ça, je pense qu'on est bien d'accord là-dessus. Oui, absolument, oui. Et en plus de ça, vivant en Bretagne, on a aussi pensé que ce podcast, ce serait l'occasion aussi pour démocratiser un peu plus l'art dans le Finistère. Je pense qu'il y a énormément d'artistes, j'en connais. Pas que dans le Finistère, dans toute la Bretagne. Dans toute la Bretagne, mais nous, on est dans le Finistère, et dans le Finistère, je connais énormément d'artistes. Qui ont du mal en fait avec leur activité. C'est vrai que je pense qu'il y a une partie du public qui a peur d'aller vers l'art. Je ne sais pas d'où ça vient. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont du mal à vendre leurs œuvres, à exposer les œuvres. Et je pense qu'en ouvrant le dialogue là-dessus, en proposant des sujets sur l'art, ça peut peut-être donner envie à ceux qui ont peur de s'y intéresser. Et puis ça peut aussi donner aux artistes un moyen de s'exprimer, parce que l'idée de ce podcast, c'est également d'avoir des invités. Exactement, voilà. C'est d'ouvrir vraiment à la fois vers les artistes et à la fois vers la pratique, pour inciter le plus de gens possible soit à s'y intéresser, soit à s'y adonner éventuellement, si c'est vraiment leur truc. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens, quelquefois, qui me voient peindre, qui me disent « Ah, mais moi, je ne suis pas du tout créative ». Et je pense que ce n'est pas vrai. On est tous créatifs, mais pas forcément dans les mêmes domaines. Et donc, c'est important de se laisser de l'espace et de la possibilité de laisser cette créativité sortir d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est aussi ça qu'on a envie d'encourager dans notre émission. Oui, et c'est vrai qu'on met beaucoup l'accent sur les créatives et les créatifs. C'est un mot qu'on emploie souvent, parce qu'on veut un peu aussi s'éloigner de l'artiste, le terme artiste qui peut faire penser qu'il faut avoir fait l'école des beaux-arts, qu'il faut avoir suivi un certain parcours. Qu'il faut du talent, qu'il faut être doué, qu'il faut... Voilà, il y a tout un... En fait, on souffre aussi de cette image de l'artiste qui date carrément du 19e siècle, quoi. Que le gars qui est tout seul dans sa tour d'ivoire, le front sur la main, en train de réfléchir, isolé, incompris de ses contemporains, et on n'est plus du tout là-dedans aujourd'hui, et on aura sans doute l'occasion d'en parler dans divers autres épisodes, mais on souffre un peu de ça. Les gens sont restés bloqués là-dessus, et c'est comme si les artistes étaient dans un monde différent, et que donc on ne peut pas les approcher, c'est difficile de rentrer dans une galerie, si on n'a pas fait un master d'histoire de l'art, on ne se sent pas autorisé à émettre un avis ou simplement à les regarder. Et je crois qu'il faut vraiment, vraiment, comme tu le disais, sortir de ça, démocratiser et ouvrir, donner de l'air et donner à voir toutes les initiatives et toutes les formes d'art qui peuvent exister, en fait. Tout à fait, ouais. Donc en fait, ce podcast, eh bien, on a envie d'en faire un lieu vivant, on a envie d'en faire un lieu d'échange, de découverte, d'inspiration, sur l'art, sur la création d'une manière un peu plus large, sur le processus créatif, sur l'état d'esprit dans lequel il faut être pour créer, aussi peut-être se relier au niveau de l'histoire de l'art, à ceux qui nous ont précédés, à la manière dont on s'insère dans une culture et dans un état d'esprit. Voilà un peu ce qu'on avait défini, donc en invitant aussi des artistes à s'exprimer, à nous parler de leur travail, de la manière dont ils créent. Oui, et je pense, une chose qui personnellement me tenait beaucoup à cœur, c'était aussi d'aborder des sujets qui peuvent toucher vraiment les artistes sur les challenges qu'ils peuvent vivre dans leur vie d'artiste, les difficultés auxquelles on fait face quand on crée. Je pense qu'en France, contrairement aux pays anglo-saxons, justement, il y a un peu de réticence à parler de ces sujets-là. C'est-à-dire qu'on essaye de donner une image de soi. Voilà, on se met devant une toile, on commence à peindre, et voilà, quelques heures plus tard... L'inspiration descend du ciel, et au bout de quelques heures, la toile est terminée. Voilà, alors qu'en fait, ça peut très bien se passer comme ça, ça arrive. C'est pas si souvent, mais oui, voilà, ça peut. Mais il y a aussi des moments de doute, il y a des moments de questionnement, il y a des traversées du désert, il y a des semaines, des mois qui peuvent passer sans qu'on ait d'idée sur ce qu'on va faire ensuite. Oui. Et puis, c'est aussi, la création, c'est cyclique.
C'est en lien avec les saisons, mais c'est aussi en lien avec nos propres rythmes. Il y a des fois on est en forme, des fois on est moins en forme, des fois la vie s'immisce aussi dans notre création et on est obligé de laisser les choses de côté pour faire autre chose, mais ça peut devenir source d'inspiration au bout d'un moment. Enfin, et c'est vraiment aussi pour ça qu'on est d'accord là-dessus, sur le fait que la vie et la création, c'est vraiment lié et que l'un et l'autre s'influencent. Et c'est ça aussi qui rend les choses passionnantes, parce que quelquefois on apprend des choses en créant et ça nous sert dans notre vie après. Donc ça, c'est aussi... Il y a un côté un peu magique avec ça, je trouve. Oui, tout à fait. Oui. Et puis pour le public plus large, peut-être les gens qui ne créent pas mais qui s'intéressent à l'art, dans ce podcast, on a aussi envie de donner des pistes sur des activités, des expositions, voilà, oui, des choses qui se passent dans notre région, parce qu'on aura l'occasion nous-mêmes d'en faire l'expérience, et donc on partagera notre expérience avec vous, on vous dira voilà ce qui se passe un peu dans la région, et ça c'était important pour nous. Ce qui peut être inspirant, ce qui nous a inspiré, ce qui nous a intéressé, enfin vraiment on va essayer d'être assez large à ce niveau-là aussi. Donc voilà un peu vers quoi on se dirige pour ce podcast. Tout à fait. Alors Gwenaëlle, tu vas peut-être te présenter. Qu'est-ce que tu aimerais dire sur toi? Qu'est-ce que tu as envie qu'on apprenne sur toi? Alors, je vais essayer de ne pas être trop longue. En fait, comme beaucoup d'artistes avec lesquels je discute, moi, ma vocation a été contrariée. Je voulais faire de l'art quand j'étais adolescente. Évidemment, on m'a dit non. Et donc, j'ai dû faire autre chose. Comme j'étais une élève relativement douée, je suis partie vers des études longues, voilà, mais qui ne correspondaient pas du tout à ce que je voulais faire. Donc, voyant ma vocation contrariée, en fait, j'ai dû faire autre chose. Je ne me voyais pas travailler en entreprise. Disons que j'ai eu quelques expériences et j'ai vite vu que c'était pas pour moi. Je me suis tournée vers l'écriture pendant de longues années, me disant peut-être que c'était plus recevable que d'être artiste. J'ai pas réussi à être publiée. Pourtant, j'ai beaucoup écrit, mais j'ai pas réussi à obtenir un contrat avec une maison d'édition. Et puis en 2007, je suis arrivée en Bretagne et là les choses ont changé parce que j'ai changé d'environnement, j'ai changé de plein de choses en fait, de maison, de lieu. Et puis j'ai rencontré par l'intermédiaire d'un livre un peintre qui s'appelle Yves-Marie Perron, qui a rallumé l'étincelle créative en moi, on va dire, qui est étincelle qui était un peu sous la cendre. Et j'ai donc commencé à reprendre la peinture, la gouache, les choses comme ça. Donc j'étais installée à Douarnenez. Il y avait un bijoutier qui commençait en même temps que moi et il avait besoin de quelqu'un pour faire des photos de ses bijoux, des bijoux très originaux et très différents. Et donc je lui avais proposé de faire ces photos justement. Et donc c'est un peu comme ça que je suis revenue aussi vers la création, par ce livre, par cette personne qui m'a proposé de faire des photos. L'encadreur qui habitait en bas de chez moi a vu certaines de mes peintures quand je lui ai demandé de les encadrer. Il m'a dit « Ah, mais c'est bien, ça je pourrais en exposer ». Donc ça m'a redonné confiance. Et donc je m'y suis remise peu à peu et en 2014-2015, j'ai décidé d'en faire mon activité principale. Donc voilà comment ça s'est passé. Le chemin a été riche d'énormément d'enseignements en fait, à la fois sur les techniques bien évidemment. J'ai pris des cours avec différentes personnes, je me suis formée et puis ça a été une formation personnelle aussi. Parce que quand on commence à créer, on se retrouve confronté à ses propres limites, on se retrouve confronté à des croyances limitantes, à des doutes, à des choses comme ça, et donc il faut les surmonter, il faut traverser ça. Et donc c'est extrêmement intéressant. Et puis ça a été aussi des années riches de rencontres, à l'occasion des expositions notamment, enfin dans plein de circonstances. Et puis surtout quand j'ai commencé à donner des cours et à faire des stages à partir de 2021 par là. Et là aussi, ça a été l'occasion de discuter avec d'autres personnes, des personnes qui débutaient. Et donc voilà, ça a été un peu mon parcours, un peu atypique, un peu chaotique par certains côtés. Mais aujourd'hui, je considère que j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ça et de passer du temps à faire ce que j'aime.
Bon, bah maintenant, ça va être ton tour, Sabina. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire sur toi qui nous permettrait de te connaître un peu mieux? En t'écoutant, en fait, je me suis dit qu'on a un début un peu semblable, pareil comme toi. Quand j'étais adolescente, je dessinais et je peignais déjà beaucoup. Mes parents m'ont soutenue jusqu'à l'âge de 18 ans, au moment où il a fallu choisir d'aller à la fac. Et là, quand j'ai dit je veux faire l'école des beaux-arts, on m'a dit non, pas possible. Et donc, j'ai fait des études qui étaient dans tout à fait un autre domaine et qui a mené ensuite à une carrière complètement différente. J'ai eu une carrière diplomatique, j'ai voyagé énormément. J'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en Suisse, en Danemark, voilà. Et donc, je me suis éloignée de l'art au début, en tous les cas. Mais disons que vers l'âge de 30 ans, j'ai vraiment repris, j'avais une boîte de pastels, je les ai ressortis et je me suis rendu compte à quel point ça m'avait manqué. Donc je me suis remise à peindre et j'ai vendu des tableaux et tout ça en travaillant à 100% à côté. Et puis j'ai eu un moment de questionnement, est-ce que je reste dans ma carrière ou est-ce que je bascule Oui. sur une vie d'artiste. Et pareil, là, j'ai pas eu vraiment le soutien de mes parents parce que j'aurais eu besoin peut-être un peu de leur aide, mais mon père m'a dit non, vaut mieux que tu restes sur... Et oui, les parents choisissent toujours la sécurité. Hein. Et donc, voilà, j'ai réabandonné un peu l'art, cet événement m'a un peu marqué, et ce qui fait que j'ai un peu laissé tomber la pratique, mais toujours cette envie de faire. Et j'ai toujours été voir beaucoup d'expositions, j'ai toujours fréquenté des artistes, donc c'était toujours au fond de mon âme. Oui, c'est ça reste là. Voilà, c'est resté là. Et puis après, plus tard, j'ai repris. Voilà, j'ai fait des cours, donc je me suis installée à Genève en 1999 et tout en travaillant, je faisais des cours d'art le soir. Et c'est un monsieur qui m'a appris à peindre à l'huile et puis plein d'autres choses aussi. Et ça m'a remis un peu en marche là-dessus. Ouais. Mais c'était compliqué de peindre et en même temps travailler dans un domaine qui était complètement différent. Donc ça a été un tiraillement sur plusieurs années, plusieurs décennies, jusqu'au moment où je viens m'installer en Bretagne, comme toi. Donc moi, je suis arrivée en Bretagne en 2019. Donc ça fait presque 4 ans maintenant que j'y suis. Et là, ça a été aussi un changement de vie. J'ai arrêté ma carrière complètement et je me suis dit stop, j'en pouvais plus. Ouais, c'est ça. Et donc les choses aussi, j'ai eu la chance aussi de pouvoir venir m'installer ici, avoir les moyens de m'installer ici. Et avec le confinement, ça a un peu accéléré les choses parce que j'avais recommencé à dessiner, mais le confinement m'a vraiment obligée à trouver aussi une occupation parce que c'était pas simple. Et donc j'ai ressorti mes tubes de peinture que j'avais gardés depuis tout ce temps. J'ai ressorti mes vieux pinceaux et puis voilà, là depuis je n'arrête pas, quoi. C'est maintenant devenu une activité à plein temps pour moi et j'en suis vraiment très satisfaite. Je peux plus m'en passer. Oui, voilà. C'est ça. C'est pas tous les jours facile, mais c'est tellement satisfaisant, tellement enrichissant que... Et on n'est pas toute seule, hein, quand on commence à discuter avec des femmes qui se remettent à créer. Il y en a beaucoup autour de 45, 50 ans. Il suffit qu'il se passe quelque chose dans leur vie. Alors c'est une maladie, c'est une séparation, c'est des choses comme ça, souvent qui entraînent une prise de conscience et l'étincelle qu'elles avaient en elles depuis si longtemps, tout d'un coup ça ressort et elles elles se remettent à créer et en général pour leur plus grand plaisir, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là. Tout à fait. Alors avec Sabina, on a décidé, pour aller un petit peu plus loin dans notre présentation, de nous poser des questions un peu décalées. Et donc voilà, je vais tirer la première et je vais la poser à Sabina et on va voir ce qu'elle me dit. Lequel de tes défauts aimerais-tu corriger ? Alors déjà, ces questions, moi je ne les connaissais pas d'avance, donc voilà. C'est le but. C'est le but, donc... L'idée, c'était de nous mettre dans des situations un peu pas confortables. Alors,
C'était quoi la question? Lequel mes défauts. lequel de tes défauts voudrais-tu corriger? Essaye pas de biaiser. Eh ben, Il y en a trop, c'est ça? peut-être. Je pense que des fois, c'est mon manque de patience. D'accord. Ouais, tout à Ok. fait. Ouais. Je suis des fois impatiente dans certaines circonstances. Alors, Gwenaëlle, dis-moi, c'est quand le meilleur moment pour peindre? Et le pire aussi. Souvent, pour moi, le meilleur moment pour peindre, c'est le matin. Je suis toujours un peu plus en forme le matin que l'après-midi. Le pire pour peindre, c'est quand j'ai pas envie de peindre, mais que je me force à peindre, et là, le résultat est toujours catastrophique. Si tu avais un super pouvoir, lequel serait-il? J'ai toujours rêvé de pouvoir voler. Voler avec des ailes, tu veux Voler dire? avec Pas des voler ailes. des tableaux au Louvre. Non. Alors, Gwenaëlle, ton atelier, bien rangé ou bordélique? Il est bien rangé. Au fil du temps, il devient bordélique, jusqu'au moment où je supporte plus le bazar et je peux plus travailler, donc je le re-range. Et puis voilà, c'est des cycles comme ça d'organisation, de rangement et de chaos successifs. Sabina, quel est le lieu, réel ou imaginaire, où tu aimes te réfugier? Je crois que je n'ai pas un lieu, mais je sais qu'il y a la forêt est pour moi un lieu de ressourcement. C'est un lieu de ressourcement, de recueillement, d'inspiration, pas que pour mon art, mais aussi pour ma vie. Quand j'ai une problématique, ça me permet de me promener dans la forêt. Ça me permet de souvent résoudre des questionnements. Je ris parce que moi c'est pareil, j'adore aller dans la forêt et souvent quand j'ai un truc qui me tracasse, je vais marcher dans la forêt et quand j'en ressors ça va beaucoup mieux. Donc si la prochaine fois qu'on se croise dans la forêt, Voilà. on saura pourquoi on est là. Alors Gwenaëlle, est-ce qu'une banane accrochée au mur par du ruban adhésif est de l'art pour toi? Non, non, pour moi c'est pas de l'art. Mais bon, je sais que tout le monde va pas être d'accord avec moi. Non, non, pour moi c'est pas de l'art, ça, c'est de l'esbrouf, c'est du coup médiatique, c'est une manière de faire parler de soi, mais non, voilà. Bon, bref, j'ai peut-être une vision étriquée des choses, hein. Sabina, qu'est-ce qui te fait enrager? Il y a plusieurs choses qui me font enrager. L'incivilité, ça pour moi c'est juste... En plus c'est fréquent, je trouve que c'est fréquent. Je trouve que... Alors je ne sais pas si c'est plus en France qu'ailleurs, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression des fois que les épisodes d'incivilité se multiplient de plus en plus. Et ça me désole, mais ça me met en rage aussi. Et puis aussi, l'autre chose qui m'enrage souvent, c'est l'injustice. Voilà. Ok. Alors, j'aimerais des réponses rapides, si c'est possible, Gwenaëlle. Avec ou sans lunettes? Avec. Main droite ou main gauche? Main gauche. Bleu, rouge ou jaune? Bleu. Papier, bois ou toile? Papier. Thé ou café? Les deux. Picasso, Pollock, Rembrandt, Monet ou Pinzan? Bon, je sais que je vais en fâcher certains, mais Monet, parce que ça a été une révélation. Quand j'ai découvert les impressionnistes, ça a été vraiment une révélation. Je suis désolée, hein. Mais tu viens juste après. Alors, dernière question, Sabina. Aurais-tu voulu être un homme? Et là, vous voyez pas, mais Sabina... Non, pas spécialement. Peut-être pour la prochaine vie. Ok. Dernière question, Gwenaëlle. Vas-y, j'écoute. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Waouh. Alors celle-là, elle va pas être facile. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Ce qui me fait vibrer, c'est la surprise, l'inattendu, la complicité, les fous rires qu'on peut avoir avec des gens qu'on connaît bien ou quelquefois qu'on connaît pas du tout. Voilà, c'est ce qui met de la joie, c'est ce qui met le goût de vivre en fait, ce qui donne envie d'en vivre plus, de vivre plus intensément.
Voilà ce qui me fait vibrer. Magnifique. Ça n'a pas été si difficile que ça, en fait. Alors Sabina, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine ? Alors, la galerie à Audierne, c'est une association qui tient une galerie à Audierne. Elle a un nom, la galerie ? Elle s'appelle La Galerie. D'accord, c'est original. Voilà. La galerie se trouve dans le cœur de Audierne, à 25 rue Victor Hugo. C'est en face d'une boulangerie qui est très connue parce qu'elle a passé l'émission Le meilleur boulanger de France. Donc il y a souvent la queue devant cette balade. Donc on peut avoir deux plaisirs en même temps. Exactement. Aller dans la galerie visiter Oui. et puis après se faire plaisir. Se fait plaisir à la boulangerie qui est une très petite boulangerie mais vraiment avec des très bonnes choses. Donc, j'ai testé, j'ai validé. Voilà, il faut proposer des bons plans en fait. Et donc la galerie vient de démarrer sa saison. Ils ont commencé le 30 mars et toutes les 2 semaines, ils ont un groupe d'artistes qui exposent. C'est des artistes locaux qui sont membres de l'association. Et c'est très varié, les styles sont très variés. Je ne connais pas les horaires d'ouverture. Mais il y a un site ou il y a quelque chose, ouais. On mettra ça dans la description. Voilà. Et c'est une galerie les locaux sont relativement grands, donc il y a vraiment beaucoup de choses. J'y suis allée, oui. Il y a une très belle vitrine et j'y suis déjà allée l'année dernière, les années précédentes, et il y a vraiment des très belles expositions, donc j'encourage tout le monde à aller faire un saut. Et puis c'est vrai que il y a souvent les gens vont à Audierne pour se balader le dimanche notamment, et c'est l'occasion aussi peut-être de passer par la galerie et voir si c'est ouvert. Ouais. D'accord. Ok. Voilà. Et toi, cette semaine, moi j'ai été au vernissage de la galerie Méandre qui se trouve à Huelgoat. C'est une galerie qui propose en général 2 ou 3 expositions par an. Donc là, celle qui est en cours, qui a pour titre Ne laisse pas de troubler, elle est jusqu'au 8 mai, je crois. Et elle présente 2 artistes, Annabelle Amoros, qui est plutôt tournée vers les films, et Steven Penanear, qui est un peintre qui, lui, dont une grande partie de l'œuvre, en fait, se rattache à ce qu'on appelle le réalisme magique. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai découvert en allant à ce vernissage. Et donc, la Galerie Méandre, elle est tenue par Brigitte Mouchel et sa fille Julie. Et elle se trouve dans une ancienne école maternelle, dans l'ancienne école maternelle du Huelgoat. Il y a 2 belles salles d'exposition. Cette fois-ci, il y en a une qui est consacrée à la peinture de Steven Penanear, et puis l'autre présente des films d'Annabelle Amoros. Voilà, donc c'est très agréable, hein. C'est un lieu très calme, très paisible. Et là, c'est pareil, bon plan. Il y a le chaos du Huelgoat, la forêt juste à côté. Donc on peut avoir le plaisir de découvrir ces œuvres et faire une belle balade ensuite dans la forêt, voire aller jusqu'à l'autre rive, le café qui est perdu un petit peu dans la forêt, librairie café, et puis manger une pâtisserie. Voilà, donc il y a aussi des bons plans à faire. Et il y a la miellerie de Huelgoat. Et il y a la miellerie aussi, donc voilà, vraiment c'est le grand chelem. Alors Sabina, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, alors je voulais rajouter un petit coup de cœur. C'était mon anniversaire il n'y a pas si longtemps. Et j'étais même pas au courant. Ouais, d'accord, j'ai qu'à poser la question. Très bien, j'ai compris. Et on m'a offert des tubes de peinture à l'huile de la maison Leroux, que je ne connaissais pas. Je dois dire que la qualité de la peinture est juste excellente. J'ai rarement travaillé avec de la peinture de cette qualité. Donc, il s'agit d'une petite entreprise artisanale qui se trouve à Joigny, au nord de la Bourgogne. Ils fabriquent des couleurs fines et extra fines. Ils font également des vernis, des médiums. Ils fabriquent des toiles et des châssis, et des essences et des solvants. Et ils font de la distribution directe aux artistes. Donc la vente est en ligne. Les délais de livraison sont relativement courts. Les prix ne sont pas excessifs, mais franchement, je trouve que la matière elle est juste extraordinaire comparée à d'autres grandes marques.
Et vous pouvez trouver tous les détails sur cette entreprise sur couleur au pluriel leroux.com. D'accord, ok. Voilà. On mettra le site aussi dans la description de l'épisode. Oui, tout à fait. Je ne touche pas de... pas encore. Mais comme j'ai eu un coup de cœur. Ben voilà. Oui, non, mais c'est bien de parler de matériel aussi, oui, parce que c'est... Moi, je vois souvent mes stagiaires commencent à peindre avec des peintures de médiocre qualité, qui évidemment ne donnent pas les résultats qu'elles espèrent. Et je les encourage à toujours acheter des produits dans une gamme moyenne, en fait, ni trop cher, ni trop peu cher, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine quantité de pigments pour que ça soit valable, quoi, et pour que ça donne les résultats qu'elles espèrent obtenir. Tout à fait. Bon, et ben on arrive à la fin de cet épisode 0, cet épisode de tout premier épisode du podcast Au cœur de l'art. Si vous voulez nous soutenir, eh bien, vous pouvez le faire de différentes manières. Vous pouvez vous abonner au podcast, vous pouvez laisser un commentaire, et puis vous pouvez bien sûr en parler autour de vous, à vos amis, à vos ennemis, et à qui vous voulez. Mais parlez-en, et ça nous fera de la pub. Voilà. Merci Sabina. Merci Gwenaëlle. Et puis à la prochaine fois. À la prochaine. Salut. Salut.